Était sur les terres de Xavier Bertrand cet après-midi. Le polémiste a tenu une conférence devant une salle comble. Un message, la diabolisation ne me fait pas peur. Les précisions sur place de Léopold Audebert pour BFM TV. Alors sur le papier, c'était un événement littéraire. Éric Zemmour devait venir ici pour signer, comme à son habitude, son livre. Mais dans les faits, ce qu'on a vécu cet après-midi, ça ressemblait de plus en plus vraiment à un meeting. Éric Zemmour qui a été accueilli avec une salle debout, qui a ensuite pris la parole. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a détaillé quelques propositions encore très floues, pas de programme concret, mais des attaques contre la gauche et aussi contre la droite. Il a notamment réitéré son invective contre les Républicains. Il avait à notre micro il y a quelques jours, traiter les Républicains de chochottes. Il a réitéré cette invective tout à l'heure. Et puis, il s'est également exprimé sur la façon dont il voyait la suite de ces rencontres. Je vous propose de l'écouter. Moi, je suis de la catégorie des gens qui se répètent. Et je préfère. Parce que je pense que j'ai eu raison et que je continue à avoir raison. Et vu l'enthousiasme et les sondages dont vous me parlez, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai eu raison et que j'ai raison. Donc je vais continuer à dire la même chose. Je ne vais pas édulcorer mon discours. Je me fous de la diabolisation. Parce que la diabolisation, c'est vous qui la fabriquez. Donc je m'en fous complètement, je vous préviens d'avance. Moi, je tiendrai mon discours, quelles que soient les réflexions des médias et des bien-pensants. Éric Zemmour qui observe évidemment de très près les sondages, notamment celui d'Ipsos, publié hier soir, qui le classe en 3e position à 15% d'intention de voix, devant Xavier Bertrand à 14%, mais à 1 point de Marine Le Pen. Alors quand on lui pose la question de comment il voit la suite, il ne voit pas d'opposition avec Marine Le Pen, c'est ce qu'il nous a déclaré un peu plus tard pendant sa séance de dédicace. Bonsoir William Tay. Bonsoir. Président du think tank le Millénaire. La diabolisation, je m'en fous. C'est quand même une phrase assez... Enfin, c'est du Zemmour dans le texte, mais c'est quand même une phrase qui prouve bien qu'il n'y a plus vraiment de limites, de frontières. En tout cas, qu'on est dans... On assume un peu tout en ce moment. En fait, ce que fait Éric Zemmour, il a eu une première phase. Il essaie de copier la stratégie de Donald Trump, qui est de conquérir la droite, donc LR et le Rassemblement national. Et c'est d'abord attaquer à Marine Le Pen en disant que Marine Le Pen n'était pas compétente, qu'elle ne pouvait pas y arriver. Et en fait, ce qu'il essaie de montrer depuis une semaine, c'est d'attaquer LR en disant que LR, ce sont des traîtres et qu'ils sont un discours différent quand ils sont en campagne électorale et quand ils sont au gouvernement, en ciblant nommément Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, en disant qu'ils n'ont pas fait exactement le même programme. Pour Jacques Chirac, la fracture sociale, et pour Nicolas Sarkozy, le Karcher. Et lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de capitaliser sur les déçus du Rassemblement national et de LR pour se constituer un bloc électoral pour se qualifier dans un second tour. La stratégie qu'il montre à peu près, c'est qu'en fait, ils sont fous du second tour. Le but, c'est d'arriver en tête ou en 2e place pour affronter Emmanuel Macron et de capitaliser dessus pour reconstruire la droite de l'après. Il aura alors 2 options. S'il affronte le président de la République dans un second tour, vu son taux de rejet, vraisemblablement, il perdra, mais vraisemblablement, il aura réussi son pari qui est de couler LR et de couler le Rassemblement national pour faire ce qu'il appelle l'union des droites à partir des législatives de 2022. Avec du Robert Ménard, du Marion Maréchal, c'est cet objectif-là qu'il... Je pense que c'est cette stratégie-là, parce que si par cas il visait vraiment à être élu président de la République, il aurait recentré son discours, parce qu'il y a une forme de déception d'une partie des électeurs de centre-droit à la fois sur Emmanuel Macron et sur les électeurs LR, parce qu'ils ont été dans l'incapacité de mener des réformes structurelles. Mais il le montre dans ses interventions économiques, qu'il ne cherche absolument pas à capitaliser sur cet électorat-là, et même il le rejette en le déplaçant, en attaquant nommément les anciens dirigeants LR, ceux qui sont populaires, donc Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Son but, c'est de couler Christian Jacob et de couler Marine Le Pen, parce qu'il y a une logique dans ce qu'on appelle la droite hors les murs, qui est que ces 2 partis, en fait, verrouillent tout le jeu politique à droite, et donc du coup, il faut les abattre dans un premier temps pour pouvoir reconstruire l'après, à partir des législatives, avec de nouvelles têtes d'affiche, des candidats du coup partout, pour remplacer les bastions LR et les bastions Rassemblement national. Mais jusqu'à quand ça peut fonctionner de se présenter comme un anti-système quand on a fait partie du système médiatique, en l'occurrence, de façon extrême? Parce qu'Éric Zemmour est plus connu que vous et moi réunis. Oui. Et pourtant, il se présente comme étant anti-système et comme le seul à dire la vérité. Combien de temps ça peut fonctionner? 15% les sondages, il talonne Marine Le Pen et il devance désormais les candidats LR pour la présidentielle. Nous, on avait travaillé sur la mutation des droites, donc du coup Boris Johnson et Donald Trump. Et ce qu'on a vu, en fait, ce sont Boris Johnson et Donald Trump, c'était des gens qui étaient plutôt inclus dans le système. Donald Trump à travers les shows télévisés, Boris Johnson étant maire de Londres. Et en fait, ils ont adopté un tournant populiste pour essayer de capter l'électorat populaire et qui était ce qu'appelle Brice Ceinturier, les plus rien à faire, plus rien à foutre, qui se sont retirés de la vie politique ou qui sont manifestés par l'abstention sur les différents partis de gouvernement. Moi, je pense qu'Éric Zemmour peut monter à un certain niveau. On peut cibler aux alentours de 18, 19, en tout cas il y aura une barre à 20. La difficulté qu'il a maintenant, c'est qu'il est à 15, qui est un niveau plutôt élevé, mais il doit s'attaquer maintenant au noyau dur du Rassemblement national et de LR.
quand on regarde les sondages d'opinion, en fait, le nombre de sympathisants RN en France est aux alentours de 14-15. Donc Marine Le Pen à 16, elle s'approche du noyau dur qui est vraiment pour elle. LR, le noyau dur, ils ont autour de 12, donc il y a 2 points d'écart. Donc il peut prendre 2 à 3 points, donc c'est pour ça que je dis 18-19. Et à ce moment-là, on verra la réaction des différents électorats. Ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, il n'y aura pas une fuite des électorats LR vers Éric Zemmour, mais si le candidat LR est beaucoup trop bas à partir de janvier, moi je pense que le vote utile de l'électorat LR ira plutôt vers Emmanuel Macron, qui sera le rempart face aux extrêmes de gauche et aux extrêmes de droite. Et la difficulté qu'a maintenant les Républicains, c'est qu'ils ont ni stratégie, ni incarnation et ni programme clair pour pouvoir les défendre, parce qu'en fait chacun joue sa partition. Et c'est là le véritable problème, c'est qu'en fait il n'y a pas d'opposant à Éric Zemmour actuellement. Mais ce qu'a le Parti des Républicains, c'est un calendrier, mais est-ce qu'ils doivent le changer, ce calendrier? 4 décembre, le Congrès, ça fait tard, on a le sentiment que ça fait tard pour contrer cette montée, cette tentation Zemmour qui semble se confirmer. En fait, il y a eu deux types d'erreurs sur la stratégie des Républicains. La première, c'est d'avoir mis un calendrier qui était beaucoup trop tard et un processus de désignation qui n'était pas clair. Ils n'avaient pas vu la menace Zemmour. Je pense qu'ils n'avaient pas vu la menace Zemmour. Ils se sont dit, bon, on a gagné les élections régionales et il y a eu un regain d'espoir auprès de l'électorat de droite. C'est ce que montrent les sondages qualitatifs et quantitatifs, en disant que la droite a une chance de gagner l'élection. La difficulté qu'ils ont maintenant, c'est que d'une part, cette possibilité est en train de s'effriter petit à petit et qu'il y a un candidat, donc Éric Zemmour, pas encore candidat, mais vraisemblablement candidat, qui est en train de manger sur leur espace électoral. Et donc, du coup, comment faire désormais? Moi, je pense que leur calendrier est trop tard et ils ont une difficulté qui est majeure, c'est qu'en fait, quand vous invitez ou quand un responsable des Républicains vient, il ne défend pas la ligne de la droite, il défend sa propre ligne et son propre intérêt personnel. La difficulté qu'ils ont, c'est qu'en fait, comme on est en phase de recomposition, il y a la droite de la droite qui peut aller vers Marine Le Pen ou vers Éric Zemmour en vue de défendre son élection législative, et ceux qui sont plutôt de centre droit qui peuvent aller plutôt sur les propositions d'Emmanuel Macron. Et comme la ligne n'est pas unifiée et que vous n'avez pas quelqu'un, un chef à bord, capable de dire ça c'est une bonne proposition, ça ne l'est pas, on l'a vu sur la question d'Éric Zemmour, certains voulaient débattre avec lui, d'autres ne le voulaient pas. Le président du parti, Christian Jacob, essaye de faire de son mieux, mais il n'a pas l'autorité en fait pour imposer cette ligne. Et donc du coup les Républicains adoptent un type de discours le lundi et puis un autre discours le mardi, et puis en fait les gens ne comprennent pas ce qui se passe, et c'est pour ça que je pense qu'ils vont s'effriter petit à petit dans les sondages jusqu'à qu'ils désignent quelqu'un. Avec une particularité, c'est que les 3 favoris de ce congrès appellent tous au rassemblement, mais en fait c'est pour chacun ces rassemblements derrière moi, c'est le retour de ce qu'on appelle la droite la plus bête du monde, ou la machine à perdre. Oui, la difficulté qu'ils ont tous, et je pense que c'est là où Éric Zemmour prospère en fait sur la défaite morale de Marine Le Pen et de la droite, c'est qu'on a l'impression que pour ces candidats, donc Barnier, Bertrand, Pécresse et de l'autre côté Marine Le Pen, c'est qu'ils privilégient leur intérêt personnel et leur carrière personnelle au détriment de l'intérêt collectif. Quand Éric Zemmour dit qu'il veut restaurer l'époque du RPR, en fait il fait appel à une nostalgie des électeurs de droite. Il se rappelle des épopées de Jacques Chirac, de Philippe Séguin ou de Charles Pasqua, comme sur le traité du référendum de Maastricht ou sur le traité de 2005. Donc du coup il essaie de faire appel à ce type de nostalgie pour dire que lui est un candidat à l'ancienne, c'est ce qu'il prétend être un candidat gaulliste. Et la difficulté qu'ont les candidats de droite, c'est qu'ils n'arrivent ni à incarner en un mot ou en une phrase quel serait leur slogan. Ils n'arrivent pas à la fois à attirer les personnes, parce qu'il n'y en a aucun qui les devance clairement sur la question des sondages, parce que Bertrand n'est qu'à 1 point de Valérie Pécresse ou à 3 points de Michel Barnier. Et de l'autre côté, il n'y en a aucun qui arrive à attirer les autres candidats sur ces propositions. Et en fait, le défaut est double. C'est un défaut de personnalité, mais également de proposition. Si par cas, un des candidats LR arrivait à créer le débat politique sur la question des dépenses publiques, sur la question de la fiscalité, sur la question des réformes, les autres candidats seraient obligés de s'aligner en disant qu'il a un bon diagnostic. Mais actuellement, il n'y en a aucun qui arrive à le faire. Merci beaucoup, William Tay, pour l'ensemble de ces explications donc, sur la partie droite de l'échiquier de la vie politique. Merci d'avoir été ici. Lui non plus n'est pas encore candidat à sa succession, mais le parti d'Emmanuel Macron a fait sa rentrée aujourd'hui. La République En Marche réunie pour un campus à Avignon. Jean Castex et plusieurs ministres sont présents. Et entre 2 ou 3 piques adressés à Éric Zemmour, le sentiment que la majorité s'organise. Explication sur place, Julien Marlest. Après avoir été relativement transparent durant le quinquennat, le parti de la République En Marche tente désormais de retrouver une dynamique en vue de 2022, d'où cette démonstration de force ici avec pas moins de 4500 militants réunis au Palais des Congrès d'Avignon et de nombreuses têtes d'affiche, dont des ministres de premier plan comme Olivier Véran ou encore Bruno Le Maire. La Macronie qui est toujours dans la phase 1 de sa pré-campagne, rassembler les troupes, faire des remontées terrain, mais aussi défendre le bilan
bilan d'Emmanuel Macron. Écoutez à ce propos Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer. Dans ce bilan, il y a des éléments dont on peut être fier. Globalement, je suis fier du travail que nous avons fait, mais il y a aussi des critiques et des choses que nous n'avons pas fait. Ces critiques, ces points que nous n'avons pas traités, il faut aussi les assumer, les évoquer, les confronter avec les Français. Et c'est le rôle d'un parti politique, d'un mouvement politique, que de retourner sur le terrain et de porter ce temps d'écoute, d'attention, de mobilisation, de conviction aussi. Le campus est un rendez-vous normal dans la vie d'un mouvement. C'est même vraiment un bonheur de se retrouver, alors même que jusqu'à présent la crise sanitaire avait plutôt entravé les moments de ce type. Et on a besoin de cela pour se retrouver avec une ambiance de camaraderie, une ambiance de projet aussi, et puis une ambiance d'explication. Une journée un peu particulière durant laquelle l'ombre d'Éric Zemmour a plusieurs fois plané. Il a été cité à de nombreuses reprises durant des discours. Ce matin, la Macronie assez fébrile face aux sondages qui n'hésitent plus maintenant à tirer à boulet rouge contre le polémiste. Oui, il nous fait peur, me confiait une députée du parti présidentiel. La stratégie d'En Marche est désormais claire. Tenter de le transformer en épouvantail en pointant la dangerosité de son discours.